Parce que dans notre société, la sexualité est réservée aux jeunes et aux beaux. Pour tout dire, je suis un vieux militant de la cause LGBT. Bon, je suis d'abord, il faut que je vous dise que je suis toulousain, puisque j'ai fait toutes mes études à Toulouse et j'habitais à Toulouse jusqu'à 20 ans, hein. Et donc, j'ai fait Place du Capitole, mes premiers contacts avec le phare, le GLH, lorsque j'étais au lycée. Et puis, bien, naturellement, après, je suis venu à Paris. J'ai participé au Caramel Fou que je dirigeais, une bande de joyeux lurons et gays, tous gays quand même, que je précise. Et puis en 87, enfin en 84, j'ai appris que j'étais séropositif. Et je me suis décidé en 87 de rejoindre l'association Aide parce que je ne supportais plus l'idée de faire que du spectacle et de ne pas être acteur alors que je voyais tous les gens autour de moi qui tombaient malades ou qui mouraient. Donc, j'ai été au conseil d'administration de Aide pendant très longtemps. J'ai créé une structure d'accueil pour les personnes séropositives à Paris, Arc-en-Ciel. Puis après, une association de réinsertion des personnes qui allaient mieux lorsque les trithérapies, les antiprotéases sont arrivées. Et puis bon, j'ai fini par ailleurs ma vie professionnelle et j'ai rejoint alors les Petits Frères des Pauvres parce que c'est une association que je connaissais de Toulouse, puisque à Toulouse, avec mes parents, on allait pour le Noël chaque année faire un Noël avec des vieux et des vieilles rue Merly, je me rappelle encore, et j'adorais ça, je trouvais ça vraiment super. Je me suis dit, bah, tiens, je vais rejoindre cette association. Et là, avec mon passé militant, naturellement, je me suis posé la question de savoir est-ce que les vieux, est-ce qu'il y avait des vieux gays, des vieilles lesbiennes qui étaient, ou des vieux trans, ou des vieilles trans qui étaient suivis dans le cadre de l'association. Et quand j'ai posé cette question, j'ai vu que on écarquillait de grands yeux autour de moi, pas méchamment, mais comme si c'était vraiment un impensé, quelque chose qui ne leur était jamais venu à l'idée d'imaginer que parmi les vieux et parmi les vieilles, eh ben, il y avait des gens avec d'anciens militants ou d'anciennes personnes avec une orientation sexuelle différente. Voilà. C'est un petit peu mon parcours et c'est ce qui m'a après décidé à créer Grey Pride. Donc, parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en France, à l'étranger. En France, il y a très peu de choses qui sont faites pour les vieux des minorités. Il faut quand même noter l'association David et Jonathan qui accueille, mais dans une logique un petit peu confessionnelle quand même, les vieux LGBT. Il y a quelques associations, il y en a une Divers Seniors à Toulouse, il y en a une autre à Paris, les gays retraités, il y a un groupe au centre LGBT qui s'appelle les Senioritas, mais de toutes ces associations, il n'y avait pas de paroles qui sortaient, de paroles militantes, de paroles pour expliquer, en fin de compte, qu'est-ce que c'est qui n'allait pas, qu'est-ce que c'est qui nous permettait pas d'imaginer de vieillir sereinement sans revenir dans le placard. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé Grey Pride il y a maintenant 5 ans. Et surtout qui n'était pas uniquement dans l'occupationnel, c'est-à-dire pour remplacer les foyers de quartier pour aller jouer au Scrabble et faire des mots croisés ou apprendre le macramé. Ce qui était important pour moi, c'était d'arriver à formuler un discours pour faire comprendre les difficultés que l'on avait à vieillir en étant intègre dans tout son corps, dans tout ce que l'on a été. Puisque la caractéristique des vieux, c'est qu'ils pensent qu'ils ne sont pas vieux, ils pensent qu'ils sont jeunes. Hein. La vieillesse, elle arrive très tard, lorsque on peut quasiment plus bouger dans la tête des gens. Mais dans le regard des autres, par contre, on est vieux bien plus tôt,
puisqu'on ne montre que son corps qui n'est plus celui que l'on avait quand on avait 20 ans ou 25 ans. Mais par contre, ses émotions, son intellect, son mental, sa spiritualité, sa sexualité, ses désirs, tout ça, ça reste présent comme si on était beaucoup plus jeune. Et donc, c'est ce décalage qui est une grande souffrance pour la plupart des gens qui vieillissent, parce que le regard des autres vous enferme dans quelque chose qui n'est pas vous, mais qui ne prend pas en compte tout ce que vous êtes. Donc, c'est pour ça qu'il était essentiel de construire un discours, un plaidoyer, pour faire comprendre quel était ce sujet. Parce que au-delà des minorités, bon, tu le sais, la vieillesse n'est pas quand même le sujet sexy par excellence dans notre société. Hein. Il n'y a qu'à entendre vieillir, c'est une déchéance, c'est un naufrage, c'est alors un vieux qui émet un désir, c'est un vieux lubrique ou un vieux libidineux. Une vieille qui émet encore un désir, c'est qu'elle est folle. C'est à peu près ça, c'est-à-dire que on est dans un regard très restrictif de la sexualité et du regard que l'on porte sur les vieux, mais les gens n'ont pas conscience qu'on les ampute d'une part d'eux-mêmes. Ce qu'ils sont, c'est bien plus que le corps qu'ils ont à montrer. C'est les besoins affectifs, c'est tous ces aspects-là. Et bien sûr, bon, dans la société, c'est pas sexy, hein, c'est pas sexy de parler de vieillesse. Dès qu'on parle des vieux, les gens fuient. C'est quelque chose il y a peu de gens qui développent naturellement de l'empathie pour quelqu'un qui est âgé. Au contraire, bon, moi, je me suis accroché sur Twitter. Je te dis pas les volées d'injures que je reçois, mais purement agistes. Vieux débris, paralépade. C'est-à-dire que dès l'instant où je peux émettre un avis différent de ceux qui s'expriment, je suis insulté sur des propos liés à mon âge et liés à mon apparence. Ben, il y a des définitions officielles, bien sûr, hein, c'est-à-dire que enfin, le plus gros marqueur, c'est quand les gens qui travaillent partent à la retraite. On dit que la retraite, d'ailleurs, t'as qu'à voir ce nom, hein, retraite, c'est retrait, tu sors de la société. Bon, je préfère le terme espagnol, jubilación, où tu sais, ça te donne un peu éjaculation, ce que tu veux, mais ça te donne un petit peu plus d'envie de te dire que tu arrives à cette période. Nous, la retraite est déjà, pour ceux qui travaillent, mais une étape bon, qui est pour certains difficile à passer, parce que tout d'un coup, on perd son rôle social. Mais pour ceux qui ne travaillent pas, qui ont été séropositifs sur le long terme, qui ont eu des accidents médicaux, familiaux, professionnels, bon, le vieillissement peut être bien plus précoce. Donc, pour nous, on dit que on peut être vieux à 55 ans. Et puis, de toute façon, dans les entreprises, on vous appelle senior dès que vous avez 40 ans. Hein, donc, tout ça est un problème de société, un problème d'image, avant d'être un problème personnel et ressenti par l'individu qui vieillit. Il ressent qu'il vieillit uniquement au début dans le regard des autres, dans le geste des autres. La phrase qui tue, c'est pour te rassurer, oh, mais toi, tu fais pas vieux. Ben non, par exemple, moi j'ai 66 ans, j'en ai pas 40, j'en ai pas 20, et donc je dois faire avec, et c'est sûr que mon capital de séduction n'est pas le même que celui que j'avais à 20 ans. Par contre, mon désir d'avancer, mon désir de militer, mon désir d'avoir une sexualité, des liens affectifs reste le même. Pourtant, ça devient problématique dans le regard des autres.
ça a des conséquences très graves de dévalorisation de l'individu. Hein. C'est comme quand tu es gay et qu'on te discrimine, ou que tu es LGBT et qu'on te discrimine pour ton orientation sexuelle, eh bien, tu as des gens qui s'effondrent, qui se suicident, et te discriminer lié à ton âge, eh bien, c'est une dévalorisation intériorisée, que tu vas progressivement accepter parce que tu n'as pas d'autres moyens. Mais tu sais, cet apprentissage, il existe très tôt. Une femme de 45 ans ou 50 ans ménopausée qui perd le regard, qui devient transparente dans le regard des mecs qu'elle croise ou des femmes qu'elle croise, eh bien, est la même chose. Donc, c'est que tout d'un coup, elle n'est plus considérée comme quelqu'un qui peut avoir des désirs d'ordre sexuel, qui peut désirer des rencontres, mais elle est considérée comme impropre à la consommation. Et pour les mecs, c'est pire plutôt pour les mecs gays, parce que les mecs hétéros, eux, ils ont une espèce d'aura de bénéfice de l'âge. Mais les mecs gays, quand tu es sur des applis de rencontres et que à 40 ans, on te dit, tu échanges avec un mec de 25 ans et qui te dit, je suis pas gérontophile, bon, la première fois, tu te dis, oh, quand même, il exagère un peu. Mais en vieillissant, tu t'aperçois que certains ont un rapport très violent lié à ton âge. C'est-à-dire que on peut concevoir qu'on n'intéresse pas tout le monde. Hein, la sexualité doit être avant tout liée au consentement et au désir réciproque, bien sûr. Mais de là à t'entendre que tu es un déchet, que tu es une merde, et ben tu intériorises. Et progressivement, cette intériorisation, surtout dans le monde LGBT, conduit à l'isolement. Parce que tu n'as plus de rôle social, puisque tu as perdu tu ne travailles plus. Le monde LGBT a souvent des difficultés à maintenir une famille, même au sens large. Les relations amicales, elles peuvent se distendre et progressivement, eh bien, on revient dans un placard en se disant oh, je suis bien chez moi, mais bien chez moi, très isolé. Or, tant que la solitude évolue, c'est très bien, c'est un choix, mais l'isolement, c'est une solitude qui n'est plus voulue. Hein, et c'est ça. Et l'isolement conduit à tout, à la dévalorisation de soi-même, au fait qu'on n'a plus d'espoir, qu'on ne se projette plus dans quoi que ce soit concernant les lendemains, les années qui viennent. Et donc, c'est quelque chose qui conduit à la fin à dire eh ben, j'attends, grosso modo, je suis dans une salle d'attente pour mourir. Et c'est inacceptable, inacceptable puisque c'est la pression des autres et l'isolement qui conduit à ça. Oui, mais bon, je vais dire, on va en parler, mais c'est quand même militer sur la vieillesse et notamment à Grey Pride. Ben ça soulève pas les foules, hein. C'est-à-dire que globalement, la vieillesse n'est pas un sujet sexy. Encore plus lorsque on appartient à une minorité parce qu'on est confronté à des difficultés spécifiques et à une image dégradée, comme je te disais, de toi-même, qui font que bah, tu peux sombrer dans des addictions, dans un isolement total, et donc et tu as abandonné un petit peu la niaque du militant, c'est-à-dire le désir de changer les choses. Tu t'es fait à l'idée que ta condition, tu ne pourras plus la changer et que tu vas vers le pire et que déjà aujourd'hui, c'est pas rigolo. Bon, on l'a pas évoqué, mais tu sais, pour les personnes, on utilise toujours un acronyme LGBT, mais la situation pour les lesbiennes, pour les gays, pour les trans n'a rien à voir. C'est des thématiques totalement différentes et très spécifiques. Bon, si j'explique que pour les trans, pour les personnes trans, elles ont construit un petit peu leur identité sur l'invisibilité après la transition. C'est-à-dire que pour eux, ou pour elles, avoir une réussite dans sa transition, c'est en fin de compte de devenir la femme ou l'homme comme tous les autres. Hein. Donc l'invisibilité, c'est, entre guillemets, le succès de la réussite de la transition. Sauf qu'en vieillissant, tout d'un coup,
tu es confronté aux problèmes qui arrivent avec la vieillesse, la dégradation de ton physique, donc celle que tu es parvenu à être ou celui, eh bien, dans l'image que tu donnes aux autres, bien sûr, ça se dégrade. Et en plus, il y a toutes les pathologies liées au sexe d'origine. Hein, c'est pas parce que tu es une femme trans que tu as plus de prostate. C'est pas, tu vois, donc tous ces aspects-là se réactivent dans un monde qui n'est pas du tout, qui ne comprend absolument pas cette thématique. Il y a très peu de médecins pour les personnes trans qui sont capables d'analyser correctement le dosage hormonal d'une personne trans vieillissante, surtout avec les comorbidités d'un cancer hormonodépendant ou tout un tas de choses de ce type. Donc il y a une difficulté et il n'y a pas de lieu où on parle de tout ça, hein, puisque les associations trans se préoccupent en priorité des personnes qui veulent faire une transition. Donc, en général, bon, c'est plutôt au début de la vie, bien que ça se produise aussi très tard. Mais donc, pour les lesbiennes, c'est autre chose. Pour les lesbiennes, je dirais que, tu sais, bon, il y a un bouquin qui est sorti il y a longtemps, c'est la lesbienne invisible, mais elle est éternellement invisible, elle est encore plus invisible quand elle vieillit. Deux femmes qui vont à l'hôpital faire une consultation, dans la perception de tous les salariés, de toutes les infirmières, des médecins, c'est une copine, c'est la voisine, c'est la sœur, c'est la tante, mais certainement pas la femme avec qui elle vit. Et donc, il y a une difficulté d'imaginer que c'est un couple qui arrive. Bon, c'est pas du tout le cas pour les hommes gays. Les hommes gays, eux, sont confrontés beaucoup plus que les femmes justement au rejet de leur propre coreligionnaires, enfin les gens qui sont gays comme eux et qui donc les rejettent parce qu'ils ne correspondent plus au canon physique de séduction que l'on nous a bombardé pendant des années du corps parfait du mec avec un beau cul, etc. Donc, vous voyez, enfin, tu vois, cette thématique de la vieillesse, il faut la regarder selon différents points et elle dépasse très largement l'aspect communautaire, c'est-à-dire qu'elle touche bien sûr une femme hétérosexuelle ou un homme hétérosexuel à qui on interdit d'avoir des rapports sexuels de la même façon et que l'on réduit progressivement en termes d'objets de soins. C'est pour ça que militer sur ce thème de la vieillesse, ça nécessite de comprendre beaucoup de choses, de comprendre à la fois qu'est-ce que c'est appartenir à une minorité, à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une pathologie, ne pas être réduit à sa pathologie. Moi, j'ai toujours refusé d'être assimilé au VIH. Bon, ma séropositivité, bien sûr, me fait que je vis avec, mais c'est absolument pas la façon dont je veux être désigné. Et elle t'oblige de réfléchir globalement à la place des vieux dans la société. Et donc, c'est quelque chose qui est très large, qui n'est pas sexy, que toute la société a délégué à d'autres. Il n'y a pas de militantisme sur la vieillesse. Hein. Les militants qui parlent de la vieillesse, c'est uniquement pour parler du niveau de la retraite, mais pas du niveau, pas pour la qualité de vie. Jamais tu entends une parole là-dessus. Donc la société en sa globalité a délégué la vieillesse aux politiques en disant faites des EHPAD, construisez des trucs, bon, au monde médical, puisque c'est le médecin qui va décider quasiment de tout ce qui concerne vos droits et nos droits lorsqu'on vieillit, ce qui est une aberration, puisque la vieillesse, ce n'est pas une identité, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un délit, et pourtant, c'est les médecins qui vont décider de notre façon de nous comporter. Et le troisième acteur qui apparaît de plus en plus, c'est le secteur privé à but lucratif, qui se dit, tiens, dans les vieux, il y en a qui sont riches, eh bien, on va les rincer en faisant payer des EHPAD à 4 ou 5 000 euros par mois. Et comme ça, bon, on va faire un business qui sera rentable, puisque le secteur des EHPAD, enfin privé à but lucratif, est de plus en plus actif.
Il faut savoir que, par exemple, l'an dernier, 4 lits sur 5 ont été ouverts dans ce secteur. Mais il n'y a jamais eu de question sociétale sur le fait, est-ce que le secteur de la vieillesse est un secteur marchand comme les autres? Bon, mais comme tu vois, toutes ces questions, on ne se les est jamais posées et on s'en fout en se disant globalement, c'est tellement anxiogène de penser que l'on vieillit que eh ben, on verra bien. Voilà. On verra bien jusqu'au moment où eh ben, on voit bien que eh ben, tout d'un coup, on décide pour toi. Tu n'as plus le choix et on va te placer à un endroit et ce sera trop tard pour justement imaginer militer. Donc la militance sur ce secteur est difficile. Elle n'est pas comprise du monde LGBT puisqu'elle est bien plus que, elle n'est pas, enfin, elle n'est pas identitaire, puisque encore une fois, être vieux, c'est pas une identité. Hein, je reviens là-dessus. Je ne vais pas défiler dans une Pride LGBT avec la pancarte je suis vieux. Non, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Et c'est là-dessus que je me suis accroché d'ailleurs avec les jeunes militants sur la non-mixité, sur les luttes intersectionnelles, etc. Euh, mais parce qu'il y a une incompréhension de la situation de la vieillesse, et, tout en prenant en compte, bien sûr, le fait qu'on appartient à une minorité, mais aussi, par exemple, qu'on appartient, qu'on soit séropositif. Moi, j'inclus dans les luttes que l'on a la séropositivité comme un des acteurs. Bien sûr que tous les séropositifs ne sont pas LGBT, bien sûr, je le sais. Mais pour autant, qui se préoccupe de savoir comment vont vivre les vieux séropos dans les structures actuelles? Ben, personne. Donc, c'est compliqué, c'est pas sexy. Pourtant, c'est un sujet de société complet qui intéresse tout le monde et c'est un sujet inclusif. C'est-à-dire qu'il est inimaginable de créer à Toulouse, à côté de la place du Capitole, une maison où on va mettre les lesbiennes vieilles, une autre maison où on va mettre les trans vieux. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Hein. On peut pas, c'est pas parce qu'on est LGBT que l'on vit ensemble. C'est pas parce qu'on est LGBT que on a suffisamment d'affinité pour être solidaire. La vieillesse nécessite justement de remonter et de refaire apparaître les aspects affinitaires, c'est-à-dire avec qui on a envie de vieillir, pour justement être bienveillant et bien traitant. Mais ça aussi, le monde LGBT ne le comprend pas. Moi, qu'est-ce que tu veux la non-mixité sur les vieux, ça me révolte. Ben, comme toujours, tu sais, dans la lutte contre le sida, je reviens sur ce modèle parce que, en fin de compte, Grey Pride est très proche des associations de lutte contre le sida. C'est-à-dire que même si c'est des minorités qui agissent sur un thème, comme pour le sida, elles se préoccupent de la situation globale dans la société. Et elles ont permis, notamment, dans les associations de lutte contre le sida, de faire évoluer les droits des patients, d'avoir accès à son dossier médical, de permettre d'avoir des représentants un petit peu dans toutes les instances. Et pour Grey Pride, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que les minorités sont un levier parce que c'est une évidence, lorsque tu es vieux et que tu es gay, que tu ne puisses pas raconter ton histoire, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'accueil des personnes vieillissantes. Donc c'est un levier pour faire changer beaucoup de choses au niveau de la société. Et donc les slogans qu'on a utilisés dans la campagne de Vioc, c'était pour interpeller, pour faire comprendre, pour poser des questions globalement, pas seulement au monde LGBT, mais à la société dans sa globalité, et pour que on puisse se comprendre et ne pas être seulement dans la plainte, c'est-à-dire que et la victimisation, c'est-à-dire à un moment donné, tu sais, si tu es militant, c'est pas de ton âge, mais quand on a commencé par exemple à parler des gays, de l'homosexualité à la télévision, c'était Armand Jameau lors des dossiers de l'écran et qui a démarré cette phrase en parlant ce soir nous allons aborder ce douloureux problème de l'homosexualité.
tu peux pas militer sur un sujet en disant, moi aujourd'hui, je vais vous parler de ce douloureux problème de la victimisation des vieux dans la société. Là, tout le monde ferme les écoutilles et tout le monde se casse. Donc, il faut à la fois être positif, mais il faut pas gommer les difficultés. Mais il faut donner des clins d'œil, c'est-à-dire qu'il faut quand même rester dans un mode qui est un peu ludique, un peu interrogateur, un peu... voilà, donc c'est les deux campagnes d'ailleurs, puisque tu as cité Poste de Vioc, mais Révolution Kamasutra a ce même principe, c'est-à-dire que c'était pas de montrer des corps de vieux en situation de déchéance, mais au contraire des corps de vieux qui s'aiment, qui ont des positions sexuelles et qui ont du plaisir et qui le montrent. Donc avec de la couleur, avec tous les sexes à trois, à deux, dans les genres mélangés, mais qui permet de porter quelque chose qui est de l'ordre du désir, du plaisir. Voilà. Parce que si on veut arriver à convaincre, on ne peut pas se mettre uniquement en situation de victime. Il faut que les vieux aussi, à un moment donné, assument cette situation et puissent donc faire évoluer la société tout en étant solidaires aussi dans la société. Parce que, si tu veux, le problème des vieux, c'est qu'eux aussi, ils sont désignés, justement, enfin on l'a vu pendant la période du Covid, par d'autres générations comme étant responsables de l'absence de liberté des autres. Bon, on l'a très bien vu. Mais bon, si on est dans l'affrontement perpétuel entre générations, ça servira à rien. On détruit notre société. On va créer, bon, 4 zones en France, une zone pour les vieux, une zone pour les jeunes et une zone pour les intermédiaires. Bon, c'est stupide. On peut pas. Le vivre ensemble nécessite de retrouver quand même un dialogue, d'arriver à montrer on a des aspirations, qu'on voudrait que les choses changent, mais sans pour autant désigner des coupables. Parce qu'on est d'abord nous-mêmes responsables de la situation dans laquelle on est. Ah ben c'est pas très compliqué à expliquer, parce que dans notre société, la sexualité est réservée aux jeunes et aux beaux. Et donc, si tu n'appartiens pas à cette catégorie, jeune et beau ou jeune et belle, eh bien, tu es considéré comme avoir une sexualité qui est louche, qui n'est pas normale, et qui est refusée par la société. Bon, je reviens toujours à l'époque 68, hein, époque de libération de la sexualité, où on a commencé à dire on libère nos corps, etc., on libère nos culs, on libère tout. Bon, ça a vite fait flop, hein, cette libération sexuelle. Sauf dans deux secteurs qui ont bien compris qu'il y avait un intérêt. Le marketing, pour nous vendre n'importe quoi en montrant le cul d'une fille ou d'un mec, et la pornographie, pour nous montrer des images qui n'ont rien à voir, en fin de compte, avec la sexualité que l'on a, qui est une sexualité fantasmatique, qui est une sexualité et qui, aujourd'hui, devient le modèle dominant de la sexualité, à tel point que, si tu veux, quand moi j'interviens auprès des jeunes et que je parle de sexualité des vieux, je commence par leur dire, attendez, attendez, la sexualité, c'est se caresser, c'est se lécher, c'est d'avoir tout un tas d'actes qui sont liés au désir. C'est pas la triple pénétration, c'est pas ce que vous voyez sur Internet, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas une perversion. Donc, il faut déconstruire aujourd'hui le regard que les gens ont sur la sexualité pour qu'ils acceptent la sexualité des vieux. Bon, et encore une fois, il ne faut pas non plus confondre sexualité et tendresse. Parce que là aussi, c'est le grand truc, c'est de dire, de dévier et de faire passer en disant, oh, la sexualité quand on est vieux, oh, ça laisse place à la tendresse. Ça n'a rien à voir, la tendresse et la sexualité. La sexualité, c'est une pulsion, c'est une pulsion de désir, c'est une pulsion de vie.
La tendresse, c'est un échange que tu fais avec quelqu'un que tu aimes bien. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas de même nature. Donc ne disons pas que tout d'un coup la sexualité va devenir de la tendresse. On peut réclamer les deux, et heureusement. Bon, quand on est plus jeune, on sait que la différence entre un acte sexuel et un acte, une caresse d'ordre sexuel et une caresse d'ordre de tendresse. On le sait pertinemment. Alors ne maintenons pas cette confusion. On peut continuer à avoir une sexualité. Elle peut être différente, bien sûr. Elle est, Laura Adler a appelé ça le slow sex, mais je trouve que c'est assez bien. C'est une autre vitesse, c'est une autre façon de percevoir le corps. Pour un vieux qui ne bande plus, et ben, d'avoir un rapport avec la femme qui est avec lui différent. En fin de compte, peut-être un rapport. Il va découvrir ce que c'est qu'un rapport lesbien, puisque la pénétration ne sera plus l'acte qui va être fondateur de la relation sexuelle. Donc, il y a plein de choses à inventer et à accepter et à regarder et surtout à ne pas dénigrer. Hein, parce que c'est pas parce que les corps sont parfaits, sont imparfaits, je veux dire, qu'on n'a pas droit à la sexualité. Alors, une anecdote quand même, il y a une association à New York qui a fait un film qui se réunit, c'est une association de gays, de vieux gays. Alors, ils se réunissent pour faire des repas, des activités de chorale, tout ce que tu veux, de socialisation, enfin. Et une fois par mois, ils organisent une partouze. Alors, jusqu'à présent, avant, c'était dans la maison d'un qui donnait sa maison pour faire la partouze. Et il est mort, et donc ils ont filmé, ils ont loué une chambre dans un hôtel à New York, et ils décident de faire la partouze. Pour pas se faire repérer, ils arrivent par petits groupes dans l'ascenseur de l'hôtel, avec une canne, l'autre quasiment la perfusion, ou une attelle, etc. Et puis, ils montent dans la chambre, et tout est filmé hein, dans ce film, et tu les vois en train de baiser, et puis après, dans toutes les positions, tu les vois après exprimer leurs désirs, de montrer leur corps, etc., sans aucune pudeur. Ben, je peux te dire que nous, on en est loin. Tu montres 5 minutes de ce film à la plupart des gens, mais ils vont te dire c'est une horreur. Mais c'est une horreur. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, que on n'exhibe pas la sexualité des vieux, ben, peut-être qu'il faut une ombre particulière et qu'on peut en parler d'une façon différente. On a notre culture et c'est normal de ne pas choquer les gens, mais elle ne doit pas aller dans l'ombre, elle ne doit pas être dans le silence, elle doit pouvoir s'exprimer, c'est tout. Parce que c'est essentiel. La sexualité, je le redis, c'est la pulsion de vie. Et si on nous enlève toutes les pulsions de vie, eh bien progressivement, vous n'avez plus le désir de vivre. Et donc, on se laisse glisser. Et pour te dire un autre exemple, par exemple, comment on fait un prochain colloque là, le 17 juin avec le Haut Ministère, et pour ça, la Croix-Rouge a organisé une réunion dans un EHPAD. Hétéro, bien sûr, enfin on ne sait pas, hein, puisque quand tu poses la question, il n'y a pas d'homo dans les EHPAD, et on leur demande de parler de la sexualité. Je ne peux pas te dire les verbatims, la violence qu'il y a dans les verbatims. Cette interdiction de la sexualité est tellement intégrée chez les individus qu'ils trouvent offensant qu'on vienne leur en parler maintenant. C'est comme, si tu veux, un gay ou une lesbienne qu'on a battu toute son enfance, à qui on a empêché d'avoir toute relation sexuelle, et puis tout d'un coup, à 50 ans, on lui dit « Et alors, ça te fait quoi d'être une lesbienne, de sentir que tu es une lesbienne ?» Ben, je peux te dire que tu en reçois une sur la gueule vite fait. Eh ben, c'est à peu près ça, tu vois, voilà. On est dans cette difficulté, cette violence, parce que par rapport à ces sujets, c'est très violent.
et bon, là, cette violence, tu la retrouves partout, hein, parce que imagine dans un EHPAD une aide-soignante qui va faire une toilette intime à une personne trans, elle ne sait pas ce que c'est qu'une personne trans, et on va lui dire, allez, vas-y, elle n'a pas été opérée, tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'elle croyait avoir une femme, et alors là, je ne te dis pas le ricanement ou la violence qu'il peut y avoir, les échanges qui mettent à mal à l'aise la personne concernés, mais aussi, bien sûr, le personnel, puisqu'il n'y a aucune formation sur la sexualité. Donc, dès que tu ouvres cette boîte Pandore de la sexualité et de la vieillesse, tu retrouves beaucoup de problèmes de la société et beaucoup d'images, d'une fausse image de la sexualité qui serait omniprésente et tolérée partout, mais qui, en fin de compte, l'est très peu. Les conséquences spécifiques, c'est un glissement, ce qu'on appelle un phénomène de glissement accéléré. Lorsqu'on te met dans une position où tu ne peux pas raconter ton histoire, où tu ne peux plus émettre le moindre désir, où tu n'as aucune perspective de rencontre, et où on te nie, en fin de compte, dans l'intégrité de ce que tu es, tu n'as comme solution que de te laisser mourir. Et donc, on va dire que il y a une accélération uniquement de ce fait-là. Mais c'est collectif, puisque lorsqu'on est vieux, de toute façon, on est progressivement réduit à un objet de soin. Et on n'est pas considéré comme un individu. Bien sûr, oui. Et puis, c'est essayer de faire comprendre à tout le monde qu'on sera vieux un jour, hein, et qu'il vaut mieux prévoir dans quel environnement on va vieillir. La vieillesse, c'est la meilleure façon de vivre longtemps, et on peut le souhaiter à tout le monde, mais quand on le vit, eh bien, il vaut mieux le vivre dans un environnement qui soit bienveillant, c'est ça, et qui te respecte dans ce que tu es. Ça semble une évidence, mais tu sais, par exemple, pour te dire l'aveuglement, par exemple, du monde LGBT aujourd'hui. Il y a des associations qui travaillent beaucoup sur la filiation, sur les parents LGBT. Bon, c'est très bien. Et je trouve que bon, c'est quelque chose qui est nouveau et qui se met en place, et c'est très bien. Mais la question que je pose sans arrêt, les parents d'aujourd'hui seront les grands-parents de demain. Donc, quand on parle de famille, on ne va pas parler uniquement papa-maman et le garçon et la fille. La notion de parents existe et de famille existe au sens large. Donc, ces associations, quelles qu'elles soient, pourquoi elles ne se saisissent pas du sujet de la vieillesse? Pourquoi elles ne forment pas, par exemple, des tuteurs qui seront formés au mode de vie LGBT pour être bienveillants dans leur accompagnement? Aujourd'hui, personne ne s'intéresse à ça. Personne. Les militants, ils ont une responsabilité, hein. Un militant, il a normalement un cerveau et il doit comprendre ce que je dis. Donc, si ce que je dis a du sens, hein, peut-être que je suis timbré, mais je veux bien l'accepter, mais si ce que je dis a du sens, eh bien, il faut que le mouvement militant déjà s'en saisisse. Après, collectivement, on ne va pas demander à des jeunes de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans de se préoccuper de la vieillesse. Ils ont à se préoccuper de leur vie, de leur place, de construire un avenir professionnel, amoureux, enfin, d'exister, et c'est normal. La cible qui devrait réagir, c'est les plus de 55 ans, les plus de 60 ans, jusqu'à 75, où on a encore de l'énergie, où on a encore la possibilité de changer les choses. C'est cette population-là qui devrait, à un moment donné, massivement se dire, je vais me saisir de ce thème parce que je veux préparer un avenir, mon lendemain, le lendemain que je vais avoir, pour qu'ils ils me traitent correctement. Et c'est eux qui devraient. Mais la plupart, je te dis, ils ne veulent pas parce que c'est anxiogène, trop anxiogène pour eux. S'imaginer vieux, se désigner comme vieux, rien que ça,
c'est insupportable pour la plupart. La plupart pensent qu'en s'entourant de jeunes, ils resteront jeunes. C'est l'élixir de jeunesse. Bon, mais voilà, bon, moi, j'ai toujours eu de l'empathie pour les vieux. Donc peut-être que c'est aussi ce facteur-là qui fait que parler et militer sur la vieillesse ne me pose aucun problème, parler de sexualité ne me pose aucun problème. Donc c'est peut-être lié à ce que je suis, mais j'espère quand même que les militants, les politiques vont quand même à un moment donné se saisir de ce sujet. Il faut savoir quand même qu'au niveau social, la masse des vieux ne fait que grandir. Et si on ne fait rien, et si on laisse une opposition se créer ou une scission entre les générations, entre d'un côté les vieux qui voteront à droite et les jeunes qui veulent voter différemment, avec des intérêts qui sont opposés, on va vers une fracture sociale, globalement. Bon, on ne va pas non plus dire que pour pouvoir améliorer la condition des vieux, il faut pomper sans arrêt sur les richesses du pays pour améliorer leurs conditions de vie. C'est pas imaginable. Donc, il faut à tout prix se reposer des questions fondamentales dans la société sur la place des vieux, sur comment aménager l'habitat, comment permettre aux gens de se regrouper par affinité, comment respecter leur identité. Et dans leur identité, bien sûr, il y a leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur séropositivité qui font partie, même si ça ne les définit pas, eh bien, ça les constitue. Ben, ce qui est très très différent, c'est que avant, quand j'ai milité par exemple, c'était pour le droit à la différence, puisque tu n'existais pas, et donc le droit à la différence, c'était de faire accepter notre identité aux autres, à la société, puisque la caractéristique du monde LGBT, c'était qu'il était souterrain, c'est-à-dire qu'il était rangé dans le monde de l'intimité et non pas dans le monde de la vie publique. Et donc, dans les années 68, 70, le militantisme était fait pour sortir du monde obscur, du monde de l'ombre, pour dire j'existe, je suis différent, mais je fais partie de la société. Après, il y a eu, dans les années 2000, si tu veux, un phénomène qui était très différent, c'était de dire je suis comme tous les autres. C'est-à-dire qu'au lieu de réclamer le droit à la différence, c'était de réclamer le droit à l'indifférence. Papa et papa attendent devant l'école, on doit considérer que c'est tout à fait normal et qu'on n'est absolument pas différent des autres. Bon, pour moi, cette position a été catastrophique dans la lutte, puisque dès l'instant où il n'y a plus de différenciation, tes particularités n'existent plus. Hein. Alors, c'était déjà quelque chose qui, moi, ne me plaisait pas dans ma façon de militer. Et l'autre chose qui apparaît aujourd'hui, avec laquelle j'ai beaucoup de mal, c'est la fragmentation des luttes. C'est les segmentations, en disant que la seule façon de lutter, c'est apparaître dans la non-mixité, et donc d'apparaître pour être suffisamment fort. Mais la question que je me pose, c'est d'apparaître pour quoi faire? Pour vivre où? Le problème, il est là. C'est-à-dire que moi, je pense que qui que l'on soit, bien sûr, même si on est ultra minoritaire, on a le droit à avoir une parole pour dire sa différence. C'est certain. Maintenant, on est tous uniques, et même si on veut lire l'état de la société uniquement par le biais du pouvoir mâle sur l'emprise globale de la société, ben, je veux bien, mais on arrive où? Quel est le but? C'est-à-dire qu'on demande à faire évoluer les choses. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais sur le thème de la vieillesse, comme je te le disais tout à l'heure, je ne vais pas défiler avec la pancarte « Je suis vieux ». Ça n'aurait aucun sens. Moi, si je défile avec la pancarte « Je suis vieux », j'ajouterais « pour vivre dans la société ». Parce que mon but, il est de vivre avec les autres.
il est de vivre et d'être solidaire des autres. Je ne veux pas une parole excluante, mais au contraire, mon propos, il est toujours d'essayer de trouver les biais pour être inclusif, c'est-à-dire de ne pas se fondre dans la globalité, mais ne pas se particulariser à tel point que on est tellement unique qu'on est un groupuscule qui n'intéresse plus personne. Parce que l'unicité, elle est globale dans la société. Tous les êtres sont uniques. Hein? Désigner quelqu'un par le vocable tu es hétéro et donc ou tu es mâle, ou tu es blanc, ou tu es ci, et pour moi est un non-sens, parce que c'est créer des catégories fictives qui ne représentent pas l'individu dans ce qu'il est, dans ses défauts et dans ses qualités, bien sûr. Hein. Même si on est dans une société machiste, même si on est dans une société qui a été dans laquelle la place du mâle a été prépondérante, mais pour moi, le discours, par exemple, bon, moi, par exemple, je m'occupe des migrants. Je vais pas. Je m'occupe de vieilles hétérosexuelles. Je m'occupe de personnes handicapées. Et pour chacun, j'essaie de construire quelque chose qui permet de lui créer un environnement qui lui permette de vivre. Mais je vais rassembler qui pour les faire apparaître et pour aboutir à quoi? C'est ça qui me désarçonne dans les luttes actuelles du monde LGBT. Et je trouve que, personnellement, moi, je n'arrive pas à me retrouver dans cette fragmentation de la société. La société, dans sa globalité, est déjà très cassée. Bon, le Covid a été un drame sociétal dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences. Et j'aspire justement plutôt à renouer, retrouver des liens et recréer de la solidarité et du respect. C'est-à-dire que pour moi, la solidarité va de pair avec le respect. C'est-à-dire que c'est ma différence, je suis capable de l'assumer. Et il faut qu'on puisse tout le temps l'affirmer, bien sûr. Mais pour autant, il faut être solidaire des autres. Sinon, on sera dans un combat les uns contre les autres et on aboutira à quoi? À une société qui ne fonctionnera plus. Ben, il faut réfléchir déjà, il faut lire. Je vous conseille de lire, tous ceux qui sont intéressés, le bouquin de Simone de Beauvoir, Vieillir. Simone de Beauvoir avait compris quand même pas mal de choses sur ce thème. Il est très riche, il contient beaucoup de choses. La première chose, c'est de s'intéresser à ce thème, c'est de comprendre quels sont les mécanismes. Parce que moi, si je parle aujourd'hui comme ça, c'est parce que d'abord, je me suis intéressé, j'ai accompagné beaucoup de vieux, je suis gay, je suis militant. Il y a différentes façons enfin, ces différentes facettes ont façonné un petit peu mon discours et mon militantisme. Et donc, c'est un sujet qu'on ne peut pas s'approprier du jour au lendemain parce qu'il est complexe, il est très large. Mais pour autant, j'espère que beaucoup de gens vont s'en saisir et vont essayer de comprendre quelle est cette thématique que j'essaie de défendre et essayer, bien sûr, de militer pour exprimer ce qui ne va pas, qui ne fonctionne pas dans la société, pour essayer de trouver des modèles différents concernant la place des vieux dans la société, et pour être aussi, bien sûr, travailler sur le respect de l'identité, mais qui n'est pas communautaire. Bon, par exemple, moi, je ne défends pas, par exemple, des lieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, des lieux de vieux LGBT. Je pense que la solidarité ne se décrète pas par une orientation sexuelle ou une identité de genre. Elle se décrète par l'envie d'être ensemble. Tout au long de notre vie, on s'entoure des gens que l'on apprécie, avec qui on a des échanges, avec qui on va avoir... on va rendre des services ou qui nous rendent des services et qui sont là quand il faut. C'est ça la solidarité. C'est être présent et c'est pas, on trie pas les gens
sur leur genre, sur leur couleur, sur leur culture, sur, sur quoi que ce soit. On les trie uniquement sur l'appréciation que l'on a du fait que c'est des gens avec qui on est en confiance et sur qui on peut compter. Eh bien, c'est là-dessus qu'il faut arriver à construire des modèles et il faut que tout le monde, bien sûr, comprenne ce discours. Mais voilà, je prêche parfois, j'ai un sentiment de prêcher dans le vide, hein, parce que c'est, c'est, voilà, c'est comme ça, mais à la fois, ça me semble essentiel. Bien sûr, et puis encore plus vu le nombre de vieux qui vont arriver sur le marché. Tu vois? Donc, c'est une nécessité, mais en même temps, je te dis, les vieux sont toujours aussi cons que les autres, hein. C'est pas parce que tu es vieux que tu deviens intelligent. Les vieux sont encore plus intolérants que les autres. Parce que moi, quand j'accompagnais une femme qui était dans un EHPAD et que elle pouvait marcher, donc on sortait, on passait devant la salle où il y avait tout un tas de vieilles, puisque 90% des personnes sont des femmes, hein, dans les EHPAD. Elle me regardait en levant les yeux, en disant, regarde, du style, regarde les déchets qui sont à côté. Tu vois l'empathie que les gens ont entre eux, c'est-à-dire, des fois c'est désespérant, mais moi je lutte pour justement à tout prix conserver l'empathie, conserver la solidarité, conserver la tolérance sur le regard de l'autre, et de nos différences, de ce que l'on est. Parce que moi, toute ma lutte, aussi bien en tant que gay, en tant que séropo, eh bien, j'ai lutté pour être inclus dans la société tout en disant qui j'étais. Voilà. Et c'est ça ma lutte. Ça a été de pouvoir m'affirmer dans ma complétude et de ne pas être imputé tout d'un coup d'une part de moi-même, comme le sont la plupart des vieux. Voilà. Bon, mais je te dis, hein, les vieux, c'est les jeunes, c'est les moins jeunes d'aujourd'hui, et tu as les mêmes freins, les mêmes présupposés, les mêmes tabous, les mêmes, et puis bon, l'intellect qui est pas forcément prêt à accepter la nouveauté, à changer. Tout ça fait que bon, c'est compliqué, mais pour autant, par exemple, je suis très content de voir que le discours que je porte, notamment sur la sexualité, a réussi à convaincre des associations qui sont vraiment dans le compassionnel, comme la Croix-Rouge, les Petits Frères des Pauvres, l'Armée du Salut. J'ai été très étonné de voir qu'en fin de compte, mon discours que je porte sur la sexualité, sur le respect de l'identité, et puis tout d'un coup, ça titille toutes ces associations qui n'osaient pas trop rentrer là-dedans. Donc je me dis, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. On va pouvoir peut-être changer certaines choses. Maintenant, peut-être que c'est pas moi qui le verrai. Peut-être que je suis précurseur et que ce seront les générations suivantes qui reprendront le flambeau. Je l'espère, parce que vieillir dans une société qui n'est pas accueillante, bon, je ne sais pas si tu as vu comment s'appelait ce film où pour finir ta vie, tu es recyclé en gâteau et on t'offre une dernière nuit avec de la musique et de belles images pour t'euthanasier. Bon, peut-être qu'on ira vers des sociétés comme ça en se disant, quand la date de péremption est dépassée, eh bien, tu passes au four. Peut-être, mais je Moi, ne le souhaite pas. On est dans une société qui ne valorise pas les vieux et qui, au contraire, les dévalorise, puisque, bon, dans certaines sociétés, tu es l'ancien qui a de l'expérience, le sage que l'on va aller consulter, etc. Je peux te dire que dans les sociétés occidentales, c'est pas ça, tu le sais pas parfaitement. Mais l'absence de modèles âgés
gays, séropos, lesbiens, bi, trans, est une catastrophe pour la communauté. C'est une catastrophe. Parce que, comme tu l'as très bien dit, comment tu peux te projeter dans ton avenir? C'est une nécessité d'imaginer, bien, tiens, ces deux femmes qui parlent de leur fin de vie, elles ont vécu 20 ans, 30 ans ensemble, ou elles se posent des questions que, bon, moi, que je me pose pas aujourd'hui, mais j'aimerais tellement être l'une d'elles plus tard. Mais c'est important, c'est essentiel pour se construire. On vit pas dans l'instantanéité de notre jeunesse. Et notre jeunesse, de toute façon, elle nous quitte. Donc, avoir des symboles, avoir des images positives de ce que l'on sera est essentiel pour se construire en se disant, ben, je ne suis pas si étrange que ça, puisque regarde, je vois des modèles bien plus âgés que moi, de toute génération, qui vivent de façon très différente, ou comme moi. Ben, c'est ça qui est intéressant. Ben, je crois qu'il ne faut pas se laisser aveugler totalement par ce que l'on vit au quotidien. Et il faut avoir un peu la conscience, même si c'est un peu sur le côté, que ben, vieillir enfin, et rencontrer des vieux, des gens qui ont... Ben, ça peut avoir de l'importance pour nous jeunes ou pour nous vieux. Parce que bâtir une relation, tu vois, le fait d'être écouté, que tu m'écoutes, que tu te sois intéressé à ce que je fais, à la fois me conforte dans ce que j'ai envie de faire, mais je pense que aussi je t'ai apporté quelque chose dans le regard que j'ai. Et donc, c'est de créer des liens intergénérationnels et pas de me traiter de vieux con parce que tout d'un coup, je ne lutte pas comme toi tu luttes. Tu vois, c'est ça qui importe, c'est-à-dire c'est de respecter qui je suis, de comprendre mon histoire et de dire que ton histoire, tu vas la bâtir et que tu aimerais à un moment donné arriver à un modèle que tu as vu dans un film ou de gens que tu côtoies ou de femmes que tu iras voir plus tard dans un EHPAD parce que ce sera peut-être un moment où tu pourras le faire. C'est ça qui importe, c'est-à-dire c'est de créer des liens intergénérationnels, ne pas être un poids réciproque et ne pas être dans l'affrontement. Bon, je ne vais pas te traiter de jeune con ou de jeune conne et moi, que tu me traites de vieux con et de débris. Voilà, c'est ça qui est insupportable. Moi, je pense qu'on a tout à faire pour échanger, pour construire, avec nos différences. C'est évident, comme je te le disais tout à l'heure, que tes priorités, elles sont de construire liées à ton âge. Mais que tu puisses aussi comprendre ben, ce que je dis est important. Voilà. C'est être dans cet échange en se disant, en fin de compte, le vieux Francis, il parle, bon, peut-être d'un sujet que je ne connaissais pas, mais qui un jour peut-être m'intéressera et qui me découvre, me fait découvrir peut-être un peu d'empathie pour des gens qui sont différents de moi, mais qui seront moi demain. C'est la révolution des seniors, c'est tout d'un coup sortir du rôle dans lequel on nous place et c'est de ne plus être amputé de ce que l'on est, de nos besoins affectifs. Notre corps, il vieillit, certes, mais nos besoins affectifs, notre corps mental, notre corps spirituel, eh bien tout ça fait que on est des individus, et on doit être respecté dans notre intégrité. Voilà. Et pouvoir mourir sereinement, c'est de pouvoir être dans l'apaisement et pas être dans l'isolement et ni dans le refus de ce que nous sommes. Voilà, c'est ça. Bon, la condition humaine est celle-là. On a une naissance, on a une vie. À chaque époque, eh bien, on a un regard différent. Bien sûr, on a des passions ou des modes de vie qui peuvent être différents et c'est tout à fait compréhensible. Mais pour autant, on ne doit pas vivre une vieillesse amputée dans laquelle on ne s'occupe que de nos corps. Je suis ravi d'avoir échangé avec toi depuis déjà quelques mois, de voir l'intérêt, parce que je dois dire que quand même il y a peu de centres LGBT en France et peu de Pride qui se préoccupent de ce sujet.
Donc, j'en remercie d'autant plus Toulouse et j'en suis d'autant plus fier que je suis toulousain et je le montre. Et donc, j'en suis ravi. Je suis ravi et puis d'échanger d'une façon qui n'est pas dans la violence, mais dans la découverte réciproque, c'est tout. Bien sûr que je peux avoir des avis qui sont différents de ceux qui sont émis aujourd'hui par certaines ou par certains, mais que l'on entende mes arguments, c'est tout. Et ça, j'en remercie vraiment la Prague de Toulouse, parce que vous avez été, depuis d'ailleurs de nombreuses années, je me suis déplacé déjà à Toulouse pour une exposition, et je trouve que votre démarche, elle est très constructive et très positive.